été nommé président des trustees de la fondation IFRS en 2012 pour un mandat de 3 ans renouvelé en 2015. Il a présidé la commission d'opération de bourse de 1995 à 2002, ainsi que l'autorité des marchés financiers de 2003 à 2008. Il a aussi été président du comité exécutif de l'Organisation des valeurs mobilières et du comité technique de l'organisation. J'ai l'honneur d'inviter M. Michel Prada. Mesdames et messieurs, messieurs les présidents, chers collègues et amis, c'est un grand honneur, mais c'est surtout un très grand plaisir pour moi de participer à cette réunion de l'IFREFI à l'invitation du gouverneur et du président Salamé. J'ai en effet, Christian l'a gentiment rappelé tout à l'heure, contribué à la création de cette organisation. J'avais, dans une existence antérieure, contribué à la création d'un institut analogue pour les trésors francophones, et je suis très attaché à cette coopération qui unit dans l'esprit que Christian de Boissieu a très très bien décrit les pays qui utilisent encore la langue française, en partie en tout cas, pour leurs échanges. C'est aussi un très grand plaisir de retrouver quelques amis que j'ai eu l'occasion de croiser en différentes circonstances dans le passé, et puis de retrouver aussi les équipes de l'AMF qui ont organisé en partie ces travaux de l'IFREFI et que je retrouve avec une grande joie. C'est la première fois que je viens au Liban, et comme tous les Français, le Liban est cher à mon cœur. C'est un pays qui nous est proche culturellement, intellectuellement, historiquement, et c'est un pays que nous trouvons admirable par sa résilience dans l'environnement tourmenté des crises du Moyen-Orient et par l'énergie que démontre la communauté d'affaires de ce pays. D'ailleurs, j'ai une fonction différente. Je préside un organisme au ministère des Finances français qui s'occupe de normalisation des comptes publics de l'État, des collectivités locales, la sécurité sociale. Et nous avons engagé une coopération avec le Liban. Ma secrétaire générale, Marie-Pierre Calmel, est venue dans votre pays il y a à peu près 1 an. Alors aujourd'hui, je viens m'exprimer devant vous en tant que président de la fondation IFRS, mais j'ai en esprit, bien entendu, mon passé de régulateur financier, et je suis d'ailleurs par différentes voies encore engagé dans ces sujets d'activité financière et de régulation financière. Pour introduire mon propos, je voudrais très brièvement rappeler ce que j'ai retenu de ce qui s'est passé depuis quelques années, depuis le départ de cette crise financière qui en réalité a démarré à l'été 2007 avec la première rupture de contrat, entre guillemets, entre des gestionnaires de fonds et leurs clients, et qui a rebondi ensuite de manière dramatique avec la chute de Lehman Brothers. Cette crise énorme a provoqué un intense travail de réexamen de tous les fondamentaux de la régulation financière. On peut les regrouper selon une triple approche que Christian de Boissieu a évoquée tout à l'heure. Christian est notre maître à penser. C'est en France une icône dans le domaine de l'économie et de la finance et de la banque, et il pourrait décrire tout cela beaucoup mieux que moi. Nous nous connaissons en plus depuis très longtemps pour avoir siégé dans différentes instances. Les 3 aspects principaux de ce grand bouleversement du chantier conduit depuis quelques années sous l'égide du G20 et du Forum de la stabilité financière, c'est d'abord le chantier de la régulation prudentielle des intermédiaires, les banques, les assurances, tous les établissements qui portent le risque dans leur bilan et qui se sont trouvés en difficulté du fait de la crise. Le deuxième grand thème, c'est celui de la régulation des marchés. Et là, on est plus dans la problématique de la relation entre les investisseurs, les émetteurs et les intermédiaires de marché qui fournissent des services mais qui ne portent pas le risque dans leur bilan, les gérants d'actifs et les intermédiaires de gestion des infrastructures de marché.
C'est une régulation plus comportementale que la première. Et la troisième question, c'est celle qu'a évoquée Christian de Boissieu tout à l'heure, de l'articulation entre la stabilité financière et la croissance. C'est tout le problème des politiques macro-prudentielles. Cette remise en question de l'ensemble du dispositif, au fond, elle a affecté toutes les composantes du système financier. Elle aborde la question des modèles d'affaires, des business models, des banques. Faut-il des banques universelles? Faut-il séparer les fonctions? Elle aborde la question des ratios prudentiels, de fonds propres, de liquidités. Elle se pose la question de la nature et de la robustesse des infrastructures de marché, avec l'arbitrage entre les nécessités et les bénéfices de la concurrence, mais aussi la nécessité de remplir des fonctions d'utilité collective. Et ici se pose le problème des systèmes de transactions et de leur diversification, du rôle relatif du marché de gré à gré face aux différents types de marchés organisés, des problématiques de compensation, règlement, livraison et conservation des instruments financiers. Et enfin, la question de la relation client-intermédiaire dans des institutions où se développent, comme l'a dit Christian de Boissieu tout à l'heure, des fonctions dites de shadow banking. Alors aujourd'hui, dans ce vaste panorama, je viens vous parler d'un aspect essentiel de la problématique qui est celui nécessaire à tout le reste, celui de l'information financière, qui est à la base de toutes les analyses et de toutes les décisions, à la fois pour les investisseurs, les émetteurs, les intermédiaires, les régulateurs et plus largement les pouvoirs publics. C'est un domaine dans lequel, et ça n'est pas le cas de manière évidente dans tous les autres domaines, c'est un domaine dans lequel les progrès accomplis depuis une quinzaine d'années sont remarquables. Et je voudrais faire un tout petit peu d'histoire. C'est l'Organisation internationale des commissions de valeurs, l'OICV, en anglais la IOSCO, dont je me réjouis de voir que le Liban va la rejoindre, qui, après avoir travaillé plusieurs années avec un organisme qui s'appelait l'International Accounting Standards Committee, a décidé en mai de 2000, nous étions à Sydney, et je présidais le comité technique à cette époque, donc nous avons décidé de reconnaître les standards internationaux, il y en avait à l'époque 39, pour recommander leur usage dans les opérations transfrontières entre sociétés cotées et entre opérateurs de marché. Et de là est partie une réforme profonde qui s'est traduite d'abord par la transformation de l'IASC en fondation IFRS, International Financial Standards Reporting Foundation, et qui s'est traduit ensuite par une décision assez stratégique de l'Union européenne qui a décidé en 2002 d'adopter ces normes pour accompagner le plan d'action des services financiers et la création du marché unique des capitaux en Europe. Et il s'est enchaîné à la suite de tout cela toute une série de processus par lesquels les IFRS ont décollé dans le monde. L'Europe les a mis en œuvre effectivement à partir de 2005. Les Américains les ont acceptés pour les sociétés cotées aux États-Unis d'origine étrangère en 2008. Et le G20, au moment de la crise à Londres et à Pittsburgh, s'est donné comme objectif d'avoir, en anglais, a single set of high-quality global accounting standards. Et cet objectif, nous l'avons poursuivi depuis, je crois, avec un certain succès. Malheureusement, un des paradoxes de la crise, c'est qu'un certain nombre de pays se sont un peu repliés sur eux-mêmes pour traiter leurs problèmes. Et la dynamique que les États-Unis avaient lancée avec la IOSCO, avaient accompagnée avec la IOSCO, et qui s'était traduite par un accord dit de Norwalk, dans lequel le normalisateur américain et l'IFRS Foundation travaillaient ensemble pour converger vers les IFRS, ce processus s'est un peu interrompu aux États-Unis à partir des années 2011-2012. Mais j'y reviendrai dans un instant. En tout état de cause, le résultat a été relativement remarquable et je le décrirai dans un instant.
Alors, je voudrais brièvement venir sur, au fond, le contenu de cet ensemble de normes comptables et les raisons pour lesquelles on a essayé de bâtir quelque chose qui soit acceptable dans tout le pays. Au fond, il s'agit d'accompagner le développement des marchés financiers dans leur fonction, comme l'a dit Christian tout à l'heure, de financement de l'économie réelle. Il s'agit de donner aux investisseurs qui risquent leurs capitaux au soutien des entreprises une information qu'ils ne peuvent pas avoir puisqu'ils ne sont pas dans l'entreprise et qui leur permettent de faire les décisions qu'ils ont à prendre. On peut dire d'ailleurs que ça va au-delà des seuls investisseurs. Au fond, tous les partenaires de l'entreprise qui ont besoin d'en connaître la performance, la situation pour s'engager avec elle dans des contrats de fourniture, dans des contrats de clientèle, ont besoin d'une information qui leur permette d'établir la confiance. Et c'est ça le but stratégique de notre dispositif. Identifier, évaluer, enregistrer, classer des transactions, des actifs, des passifs. Voilà au fond à quoi se résume le but des IFRS. Après bien des débats, qui ont été des débats conceptuellement et philosophiquement très tendus et très difficiles, nous avons adopté un modèle dual. On a reproché à l'IASB, qui est notre organisme de standard, d'avoir une espèce de religion de la valeur de marché. C'est tout à fait inexact. Notre modèle est un modèle dual qui repose fondamentalement sur une combinaison du coût historique amorti pour toute une série d'activités des entreprises et de la valeur de marché ou d'une valeur équivalente lorsque l'on est dans une activité où on fait des transactions. Ce modèle dual, coût historique, activité de marché, donne lieu évidemment à des débats techniques pointus lorsque, secteur par secteur, métier par métier, chacun voudrait voir déplacer la ligne plutôt du côté du coût historique ou plutôt du côté de la valeur de marché, mais la philosophie est quand même là. Et au fond, on en a un bon exemple sur un standard qui a été particulièrement difficile à établir et à négocier, qui est relatif aux instruments financiers, pour lesquels nous avons décidé que lorsqu'on avait un instrument financier qui avait une vie avec un taux d'intérêt et qu'on le conservait jusqu'à la maturité, on le traitait en coût historique amorti. En revanche, si on faisait métier d'acheter et de vendre sur le marché des instruments financiers, de faire du trading, eh bien c'était la valeur de marché qui devrait être retenue. Et dernier point central de notre cadre conceptuel, ce que les Anglais appellent le conceptual framework, qui décrit la philosophie de notre système comptable, nous faisons prévaloir le fond sur la forme. Quelquefois, les gens sont choqués, nous disent « mais comment pouvez-vous décider de modifier la description d'un phénomène qui a été décrit juridiquement ?» Si la description juridique a pour objet de cacher en quelque sorte la réalité du phénomène, il nous appartient de le mettre au clair pour que les investisseurs et les partenaires extérieurs soient bien conscients de la réalité. C'est particulièrement vrai sur la dette, par exemple. Et en matière de leasing, eh bien, beaucoup de gens ont considéré que le leasing est une manière commode de s'endetter sans le montrer, puisqu'on se contentait de payer des loyers après année. Et pourtant, dans tous les contrats de leasing, ou presque, il y a des engagements à terme qui font qu'en réalité, on est lourdement endetté quand on a des contrats de leasing ainsi désignés. Alors, quelle a été la méthode ? La Fondation, très brièvement, c'est une structure d'inspiration, il faut bien le reconnaître, anglo-saxonne, et qui a un peu surpris d'ailleurs certains pays, dont le mien, plus jacobin, plus centralisateur, dans lesquels l'État joue un rôle un peu plus fort, et où on a en général considéré que des fonctions de normalisation doivent être dans des entités publiques ou dépendant des entités publiques. Là, on a une fondation de droit privé qui a un board de trustees, dont je fais partie et que je préside, qui est supervisé par ce qu'on appelle un monitoring board, ce monitoring board étant lui-même composé de régulateurs de marché. Alors il y a la SEC, l'IOSCO, la Commission européenne, le Japon, etc. Je ne les cite pas tous. Et ce board de trustees assure la gouvernance de l'organisation, il nomme les gens, il gère le budget et il surveille le processus de standardisation. Puis il y a un deuxième organisme beaucoup plus connu
et beaucoup plus stratégique d'une certaine manière, qui est l'IASB, auquel le gouverneur Salamé et Christian ont fait tout à l'heure allusion. Et cet IASB, c'est un organisme qui fait des standards. Ce sont des professionnels de très haut niveau qui rédigent les standards comptables. Et puis nous avons un conseil consultatif, un conseil de normalisateurs qui s'appelle le conseil consultatif des normalisateurs, puis différents comités. Cette machine a fonctionné depuis 2001 d'une manière exceptionnelle. Je peux le dire sans me pousser du col, comme on dit parfois en français, parce que je ne suis arrivé dans cette institution qu'au début de 2012 et que l'essentiel était fait. En 2001, il n'y avait aucun pays qui utilise des normes internationales. Il y avait autant de normes que de pays. Il y avait d'ailleurs parfois plus de normes que de pays, car dans certains pays, il y avait plusieurs normes. Depuis 2001 jusqu'à 2016, nous avons fait une analyse très précise de 140 pays relativement significatifs par leur marché, et sur ces 140 pays, il y en a 119 qui ont adopté les IFRS. Parfois seulement pour les sociétés cotées, parfois pour toutes les sociétés. Et sur les 21 suivants, la plupart ou bien les permettent, ou bien sont dans le processus de les adopter. Et finalement, un peu plus de la moitié des sociétés cotées dans le monde aujourd'hui utilisent les IFRS. Alors, il y a un gros manquant dans cette affaire, c'est les États-Unis pour leur société domestique. Ils ont quand même 500 sociétés étrangères cotées à New York qui représentent pas loin de 7 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, donc c'est un client IFRS très lourd. Nous ne désespérons pas de les convaincre un jour, mais nous savons que ça n'est pas facile. En revanche, nous avons de grands espoirs avec le Japon, qui a entrepris un chemin vers les IFRS. Quand je les ai visités en 2012, il y avait 7 sociétés qui avaient des comptes en IFRS. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, et ça ne cesse d'augmenter chaque semaine. La Chine est quasiment conforme aux IFRS, et beaucoup de ces sociétés qui d'ailleurs sont actives à l'étranger utilisent ces normes. L'Inde est dans une même dynamique. Et puis il y a des pays qui ont décidé d'aller vers les IFRS avec un calendrier plus ou moins précis. L'Arabie Saoudite, un grand voisin qui a calibré son passage aux IFRS dans les toutes prochaines années. L'Indonésie, d'où je reviens, j'en suis revenu avant-hier, et quelques autres. Alors pourquoi ce succès ? Eh bien, le seul référent que je puisse trouver, c'est ce qui s'est passé en Europe, où il y a eu beaucoup de tensions avec les IFRS, beaucoup d'entreprises qui ont critiqué, beaucoup de banques qui ont critiqué. Et la Commission européenne a fait l'année dernière un gros travail d'étude par un institut indépendant pour savoir, au fond, quel était le résultat 10 ans après. Et cette étude est extraordinairement positive et montre que les IFRS adoptés en Europe ont considérablement amélioré la qualité de l'information, amélioré sa comparabilité et contribué à établir la confiance dans les entreprises européennes. Beaucoup d'études, par ailleurs, des études académiques, montrent qu'il y a un impact sur le coût du capital. Alors, quelle est maintenant notre ambition ? Notre ambition, d'abord, c'est de continuer le déploiement et de continuer à travailler avec les Américains pour favoriser la convergence et peut-être un jour l'adoption ou au moins l'option aux États-Unis. Dans ce déploiement, je dois dire que j'aimerais, à titre personnel et comme francophone, que la francophonie fasse des progrès. Elle est manifestement en retrait sur les autres parties du monde, à l'exception bien entendu des pays francophones de l'Union européenne qui appliquent les IFRS parce que c'est le langage de l'Union, et de quelques pays francophones qui se trouvent dans des pays qui ont adopté, particulièrement le Québec, faisant partie du Canada, qui est un des premiers adoptants des IFRS. Il y a un travail à faire au sein de la francophonie et je m'offre, bien entendu, à toute coopération en ce domaine.
Notre deuxième axe de développement, c'est de travailler sur la mise en œuvre des normes. C'est bien de faire des normes, mais il faut être sûr qu'elles soient à peu près appliquées de la même manière partout. Nous n'avons pas le pouvoir juridique de le faire, et nous n'avons pas les moyens de le faire. Il nous faut donc nous appuyer sur des réseaux. Et là, il y a plusieurs réseaux avec lesquels nous travaillons, en particulier les réseaux de régulateurs de marché, qui sont en première ligne pour se poser la question de la qualité de l'information financière. Et nous sommes en train d'organiser une coopération, notamment avec l'IOSCO, sur ce sujet. Il faut enfin travailler sur les développements technologiques qui vont bouleverser l'ensemble du système et qui vont probablement offrir des opportunités de modernisation, mais aussi peut-être de déstabilisation auxquelles il faut faire attention. Et puis enfin, il y a un point que je voudrais signaler en terminant, parce que c'est le thème de votre colloque de l'IFREFI, c'est celui des PME. Nous avons développé un standard qui s'appelle IFRS pour PME. Et il y a un petit débat idéologique sur le point de savoir si ce standard pourrait être utilisé pour des sociétés cotées ou pas. La philosophie qui inspire aujourd'hui la Fondation, c'est de dire, lorsque vous êtes comptable devant le public de l'information que vous donnez parce que vous sollicitez son capital, vous ne devez pas avoir des standards différents des autres. Si vous êtes en revanche une société familiale ou une société indépendante qui ne donne pas de comptes systématiquement ou qui les donne de manière moins détaillée à l'extérieur, vous pouvez prendre le système simplifié IFRS pour PME. Certains nous critiquent en nous disant « mais il faudrait un système allégé ». Alors je me suis posé la question de manière très concrète de savoir si c'était si difficile que ça pour une PME d'appliquer le standard. Eh bien la réponse est assez simple en réalité. Je pense que si vous avez un modèle de business d'entreprise relativement simple, le modèle IFRS pour les sociétés cotées fonctionne. Et j'en donne un exemple simple, c'est que la fondation IFRS, qui est une petite entreprise de 150 personnes qui se gère comme une société aux États-Unis, applique les IFRS et ça ne lui pose aucun problème. Si vous êtes en revanche une société compliquée, avec des couvertures, des instruments financiers, des instruments de gestion sophistiqués, il faut appliquer les normes normales pour rendre compte correctement à la clientèle. Donc je pense qu'il est assez logique que nous préconisions pour les PME qui veulent être cotées sur le marché l'usage du corpus de normes. Si leur modèle est simple, il n'y a pas de problème. Si leur modèle est compliqué, c'est nécessaire. Et pour les autres, il y a le corpus de normes simplifiées que nous avons établi et que nous essayons de développer. Voilà, je m'arrête là parce que je ne voudrais pas être trop long, mais j'espère que vous avoir convaincu de la nécessité de faire mouvement. Et dans la région, plusieurs pays s'engagent dans cette voie. Je vous remercie beaucoup.